Aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que l'Amérique est en train de se fissurer. Les médias pointent du doigt les guerres culturelles, les tensions autour du genre, de la race ou de la politique. Mais derrière ce vacarme, il y a quelque chose de plus profond qui se brise. Pendant que des millions d'Américains peinent à boucler les fins de mois, une élite très réduite a, discrètement, redessiné les institutions du pays pour servir ses propres intérêts. Si on divisait les États-Unis en fonction de la richesse détenue par chaque tranche de la population, voilà ce que ça donnerait. Les 20% les plus pauvres, soit des dizaines de millions de personnes, posséderaient à peine de quoi couvrir un seul État, disons l'Arizona. Ensuite, on retrouve les 60% suivants, ce qu'on appelle communément la classe moyenne. Leur patrimoine combiné s'étendrait tout juste sur la côte ouest, de l'État de Washington à la Californie. Et tout le reste, il serait entre les mains des 20% les plus riches. Mais le plus impressionnant, c'est que le 1% tout en haut, l'élite absolue, détient à lui seul assez de richesse pour couvrir toute la côte est, de la Floride au Maine. Cela n'a pas toujours été comme ça. L'Amérique a longtemps vendu le rêve d'une ascension sociale possible pour tous. Pourtant, ces 40 dernières années, les revenus du fameux top 1% ont littéralement explosé. Plus 574%, multipliant quasiment leur fortune par 6. Pendant ce temps-là, les 20% les plus modestes n'ont vu leur revenu augmenter que de 30%, à peine de quoi compenser l'inflation. Résultat, l'écart s'est creusé comme jamais. On entend souvent parler d'un âge d'or américain, d'un passé idéalisé que certains voudraient retrouver. D'ailleurs, Donald Trump a en grande partie bâti sa campagne sur cette promesse, faire renaître cette grandeur d'antan. Mais au fond, est-ce vraiment la ségrégation raciale ou les salaires bas de l'époque que les gens regrettent? Ou cherchent-ils tout simplement à revivre dans une société où chacun avait sa chance, où le jeu semblait un peu plus équitable? Parce que les inégalités, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une question de pouvoir, qui décide des règles du jeu et qui reste sur le banc de touche. Et avec le temps, cette fracture a lentement miné les fondations même de la société américaine. Ce fameux « rêve américain » est devenu pour beaucoup un souvenir lointain, presque irréel. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-il encore possible d'inverser la tendance? Pour le comprendre, il faut revenir quelques décennies en arrière, à une époque souvent présentée comme l'apogée des États-Unis, les années 1950. Pour des millions de citoyens, ce rêve américain semblait enfin à portée de main. C'était l'ère des voitures flambant neuves, des banlieues qui s'étendent à perte de vue, et bien sûr d'une croissance économique sans précédent. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, l'économie américaine a tout simplement doublé. À titre de comparaison, c'est un rythme de croissance équivalent à celui qu'a connu la Chine ces dernières années. Mais ce qui est important, c'est que cette prospérité ne profitait pas qu'aux riches. Bien au contraire, cette période de croissance s'est accompagnée d'une baisse marquée des inégalités. Dès les années 1940, la part des revenus allant aux 10% les plus riches était tombée à son plus bas niveau en un siècle. La classe moyenne s'est alors mise à grandir rapidement. Dans les années 1930, seuls 30% des Américains étaient considérés comme « classe moyenne ». 30 ans plus tard, ce chiffre avait doublé pour atteindre 60%. Et ce changement se voyait dans la vie quotidienne. Les foyers se remplissaient de produits autrefois réservés aux plus aisés, téléviseurs, voitures, machines à laver. Des objets qui devenaient enfin accessibles au plus grand nombre. Bien sûr, tout n'était pas parfait à l'époque. Mais la tendance générale était claire. Pour la majorité, la vie s'améliorait peu à peu. Le capitalisme semblait fonctionner, non pas comme un système réservé à une minorité, mais comme un moteur de prospérité partagée. Quand l'économie progressait, tout le monde en récoltait les fruits. Mais comme on dit, rien ne dure éternellement. Et à partir du début des années 1980, tout a commencé à changer. Une nouvelle façon de penser l'économie s'est imposée dans le débat public, le néolibéralisme. L'idée était simple, réduire le rôle de l'État au strict minimum, laisser les forces du marché s'exprimer librement, et faire confiance à l'économie pour ruisseler naturellement vers l'ensemble de la population. Selon cette vision, moins de régulation, moins d'impôts, plus de liberté pour les entreprises égale plus de croissance, et donc, à terme, plus de bénéfices pour tous. Quand Ronald Reagan est élu en 1981, il applique ces principes à la lettre. Le taux d'imposition des plus hauts revenus, qui tournait autour de 70% depuis des décennies, est brutalement abaissé à seulement 30%. Les barrières commerciales tombent, les marchés sont libéralisés, et la mondialisation devient le nouveau mot d'ordre. Et sur le papier, du moins au début, ça semble fonctionner. Depuis les années 1980, les États-Unis ont enregistré l'une des croissances économiques les plus rapides parmi les pays développés. À l'aube de la révolution néolibérale, un Américain moyen gagnait environ 12 000 $ de plus que son homologue européen. Mais en 2023, cet écart avait quasiment triplé, atteignant plus de 31 000 $. Alors tout semblait aller pour le mieux, non?
Et pourtant, pour la première fois depuis près de 100 ans, les inégalités de revenus se sont mises à grimper. La croissance économique ne se traduisait plus automatiquement par une amélioration du niveau de vie pour la majorité des citoyens. Pendant les décennies d'après-guerre, jusqu'aux années 70, les 90% des Américains les moins riches voyaient leurs revenus augmenter fortement. Mais à partir des années 70, ces hausses se sont tout simplement arrêtées. Les salaires ont stagné. Alors où est passée toute cette richesse? En grande partie vers les plus aisés. Pendant que les revenus des classes populaires faisaient du surplace, ceux du fameux 1% ont explosé. Et la classe moyenne, qui avait longtemps été considérée comme la colonne vertébrale de l'économie américaine, a commencé à se fragiliser, lentement mais sûrement. Le plus troublant, c'est que tous les indicateurs économiques, en apparence, continuaient de briller. Le PIB du pays a triplé entre les années 80 et aujourd'hui. La bourse, elle, a été multipliée par plus de 14 ans en à peine quelques décennies. Même le taux de chômage, souvent utilisé pour juger la santé économique des classes populaires, restait bas. Mais en réalité, derrière cette façade de prospérité, la qualité de vie de l'Américain moyen stagnait depuis plus de 40 ans. Le capitalisme, autrefois perçu comme un système capable d'élever tout le monde, semblait désormais ne fonctionner que pour une poignée. L'Amérique s'est construite sur une promesse. Peu importe d'où vous venez, vous pouvez construire une vie meilleure. Mais aujourd'hui, ce rêve semble de plus en plus inaccessible. Une personne née dans les 10% les plus pauvres n'a que 7% de chance d'atteindre le top 10% des revenus. À titre de comparaison, un Américain né dans les années 1940 avait 90% de chances de gagner plus que ses parents. Mais pour ceux nés dans les années 1980, ce chiffre tombe à 50%. Le pays qui était autrefois le symbole de l'ascension sociale est devenu l'un des plus fermés en termes de mobilité. Évidemment, cette situation n'est pas passée inaperçue. En 2024, la lutte contre les inégalités est devenue la deuxième priorité pour le président américain. Pourtant, et c'est là que ça coince, ce problème ne semble pas avancer. Dans la plupart des cas, lorsqu'une cause rassemble suffisamment de soutien populaire, elle finit par entraîner une réaction politique. Le mouvement pour les droits civiques a mené à l'adoption du Civil Rights Act. Les demandes face au changement climatique ont débouché sur l'accord de Paris. Et les revendications autour de l'accès aux soins ont conduit à l'Obamacare. Mais avec les inégalités, c'est une autre histoire. Peu importe le niveau d'indignation du public, les choses bougent à peine. Un exemple frappant, regardez ce graphique. Il montre ce que les Américains considèrent comme une répartition idéale des richesses. Oui, les 20% les plus riches devraient, selon eux, avoir une part plus importante, autour de 30%. Mais toutes les couches de la population devraient en bénéficier. Même les 20% les plus pauvres devraient détenir environ 10% de la richesse nationale. Maintenant, comparons cela à la réalité. En vrai, presque toute la richesse est concentrée entre les mains des 20% les plus riches. Et les plus pauvres? Leur part est tellement infime qu'elle est à peine visible sur le graphique. Ce décalage alimente une colère croissante dans la population. Alors, pourquoi rien ne change? Tout revient à une question fondamentale. Qui détient réellement le pouvoir? Prenez par exemple l'investiture de Donald Trump. C'était l'un des événements politiques les plus médiatisés des dernières décennies. Des chefs d'État du monde entier avaient fait le déplacement. Mais parmi les invités, on retrouvait aussi des géants de la tech et des affaires. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook. Une poignée d'élites ultra fortunées. Leur présence n'était pas anodine. Ils étaient là pour exercer leur influence. En 2024, les 100 familles les plus riches de la planète ont injecté 2,6 milliards de dollars dans les campagnes politiques américaines. Et sur l'ensemble de l'argent dépensé pour la course présidentielle, soit 5,12 milliards, plus de la moitié provenait de cette petite élite. Depuis des décennies, les grandes fortunes financent les candidats. Mais en échange, que demandent-elles? Certainement pas une hausse des impôts. Progressivement, elles ont réussi à s'infiltrer dans le système politique. Les élus ont besoin de leur argent pour faire campagne, et en retour, ils promettent de défendre leurs intérêts. Résultat, les inégalités de revenus atteignent aujourd'hui des sommets. Prenons l'exemple des PDG. Leur rémunération est désormais 290 fois supérieure à celle d'un salarié moyen. Dans les années 80, ce ratio était de 31 pour 1. Et ce n'est pas parce qu'ils travaillent 290 fois plus. C'est simplement que les règles ont été réécrites pour favoriser ceux qui sont déjà tout en haut. Leur rémunération ne se limite plus à un simple salaire. Elle inclut des stocks options, des primes de performance, des rachats d'actions. Pendant ce temps-là, les salaires classiques, eux, peinent à suivre l'inflation. Et même quand la volonté politique existe, taxer les ultra-riches est devenu un vrai casse-tête. Pourquoi?
Parce qu'une autre grande transformation s'est jouée dans les années 80 avec le néolibéralisme. Les capitaux ont été rendus complètement mobiles. Concrètement, cela signifie que l'argent généré aux États-Unis peut désormais être investi ou déplacé librement à l'étranger. Pour les plus riches, ce changement a tout bouleversé. Ils ont eu accès à des marchés en pleine expansion en Asie, à des paradis fiscaux dans les Caraïbes, à des banques ultra discrètes en Europe. Des fortunes entières peuvent être déplacées discrètement grâce à des montages complexes, sociétés d'écran, fiducies, comptes anonymes, tout cela loin du regard des autorités américaines. Des pays comme la Suisse, les îles Caïmans ou l'Irlande proposent presque aucun impôt et un secret bancaire presque total. Pendant des décennies, des milliers de milliards de dollars ont discrètement quitté les États-Unis pour se réfugier dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, on estime qu'environ 10% du PIB mondial est dissimulé dans ces zones offshore. Et ça a une conséquence directe. Taxer les plus riches est devenu quasiment mission impossible. Si le gouvernement américain tentait sérieusement de s'y attaquer, ces fortunes s'évaporeraient en un clin d'œil, transférées dans des comptes bancaires étrangers, bien à l'abri des impôts. Face à cette situation, les autorités ont souvent fermé les yeux. En réalité, le système n'a jamais été pensé pour gérer un niveau de disparité aussi extrême. Résultat, les États-Unis sont désormais au bord de la rupture. La moitié inférieure de la population ne détient que 2% de la richesse du pays, pendant que les plus riches continuent d'accumuler. Le 1% le plus fortuné gagne aujourd'hui 139 fois plus que les 20% les plus modestes. Cette explosion des inégalités n'a pas simplement mis fin au rêve américain, elle est en train de le détruire de l'intérieur. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres. Cette fracture se ressent profondément dans la vie quotidienne et alimente une polarisation politique de plus en plus marquée. Une simple variation de 0,1 point de l'indice de Gini, un indicateur des inégalités de revenus, peut entraîner une hausse de 5% du clivage politique. Depuis les années 1960, cet indice a bondi de plus de 15% aux États-Unis. Ces inégalités se traduisent aussi par une transformation inquiétante des relations sociales. Dans les années 60, à peine 4% des Américains déclaraient être gênés si leur enfant épousait une personne votant pour le camp politique opposé. En 2019, cette proportion a explosé. 45% des démocrates et 35% des républicains s'en disaient contrariés. Le désaccord politique est devenu un fossé profond qui déchire familles, communautés et institutions. Et pendant que les débats font rage sur les questions de société, d'identité ou de culture, la concentration de richesses se poursuit, presque en silence. Les États-Unis sont à la croisée des chemins. Ce pays qui incarnait autrefois l'espoir d'un avenir meilleur pour tous se trouve aujourd'hui déchiré entre une élite ultra fortunée et le reste de la population. L'idée qu'on puisse réussir, peu importe ses origines, s'éloigne un peu plus chaque jour. Alors, peut-on encore inverser la tendance ? Même si la situation paraît bloquée, il faut se rappeler que cette inégalité n'est pas une fatalité. Elle est le fruit de décisions politiques bien précises, prises année après année. La première piste de solution semble évidente, revoir le système fiscal. Dans les années d'après-guerre, l'impôt marginal sur les très hauts revenus dépassait les 90%. Aujourd'hui, il plafonne à 37%. Cette baisse n'a rien d'un accident. Elle résulte de décennies de lobbying intense de la part des plus fortunés, justifiée par l'idée souvent trompeuse que des impôts plus faibles stimuleraient la croissance économique. Or, les données montrent que ces allègements profitent surtout aux riches, au détriment du reste de la population. Restaurer un impôt plus progressif pourrait donc rééquilibrer la redistribution des richesses, en s'assurant que chacun profite de la croissance économique. Mais pour que de telles réformes voient le jour, il faut s'attaquer à un autre problème de fond, l'argent en politique. Aujourd'hui, des milliardaires peuvent financer largement des campagnes électorales, influençant directement les lois pour protéger leurs intérêts. Résultat, les priorités des citoyens sont souvent ignorées. La réforme du financement politique est peut-être la clé de voûte de tout changement. Il faudrait des élections financées publiquement, des plafonds stricts sur les dons, et surtout une transparence totale sur les financements. Ces mesures permettraient de desserrer l'emprise de l'argent sur la démocratie. Une fois cela accompli, des politiques concrètes pourraient enfin être mises en place. Un salaire minimum réellement décent, un accès gratuit aux études supérieures, un système de santé universel. Des idées qu'on retrouve déjà dans la plupart des pays développés, et qui, loin d'être extrémistes, sont largement soutenues par la majorité des Américains. Le problème, ce n'est pas l'opinion publique, c'est que les mécanismes actuels permettent aux plus puissants de l'ignorer. Pourtant, le passé nous montre qu'il est possible de renverser la vapeur. L'âge doré du 19e siècle a ouvert la voie à l'ère progressiste. La Grande Dépression a donné naissance au New Deal. Et dans les années 60, la mobilisation citoyenne a provoqué des avancées majeures en matière de droits civiques. La véritable question, aujourd'hui, n'est pas de savoir si les États-Unis peuvent réparer leur système. C'est de savoir s'ils le feront à temps. Car si rien ne change,
le fossé continuera de s'élargir et l'idée même d'un avenir meilleur risque de devenir un souvenir lointain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de j'aimer, de partager et de commenter vos pensées dans les commentaires. Si ce genre de vidéo vous plaît, vous êtes au bon endroit. Profitez de l'opportunité d'explorer le monde à travers mes vidéos, j'en ai plein d'autres à vous proposer. Merci encore et à la prochaine.